Ok, alors bonjour, je voudrais saluer donc, tout le monde, tous les participants et présenter mes excuses pour ne pas être avec vous, mais mes condoléances également à la communauté universitaire et à la famille de Eugénie Ao. Je m'incline devant sa mémoire. Je voudrais aussi remercier le professeur Ousmane Sen de m'avoir permis de participer même à distance là. Je me trouve actuellement au Kenya et j'aurais bien voulu être là dans la salle pour pouvoir participer pleinement dans ce débat-là. Mais je voudrais saluer aussi tout le monde, saluer le professeur Pendambo, le professeur Ibrahim Diop, le Serigne Mansour Si Jamil, je ne sais pas s'il est encore là, et Serigne Abdoulahad Gaïre Fatma, les autres panélistes. Et saluer et féliciter mon ami et frère, professeur Ousmane Khan, qui a organisé l'atelier et le colloque où les papiers qui sont contenus dans cet ouvrage ont été présentés avant d'être révisés et publiés dans le cadre de l'ouvrage. Et le féliciter également pour la qualité de la traduction. J'ai eu l'occasion de dire ça avant. Et il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire un ouvrage et puis après résister à la tentation de le réécrire en faisant la traduction. La qualité de la traduction est excellente et c'est à saluer également. Mais surtout le remercier également pour l'honneur qu'il m'avait fait de me faire l'intervention de conclusion et de synthèse à l'Université de Harvard, au colloque à l'Université de Harvard en 2017, octobre 2017, mais également sur laquelle est basée mon intervention et sur laquelle est basée donc, la conclusion de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui est extrêmement riche, il est de très haute facture, il fait 490 pages. Les chapitres sont basés sur des recherches extrêmement fouillées. Il faut dire que les contributeurs, l'une des ambitions qu'il avait en organisant le colloque déjà, et puis après en présentant l'ouvrage, c'était de faire ressortir ce qu'il y avait de plus avancé dans les recherches en études islamiques, là, notamment Islam en Afrique. Et c'était son ambition, il en parlait à l'époque. L'atelier et le colloque avaient comme ambition de montrer, de faire voir ce qu'il y avait de plus avancé dans les études islamiques, en faisant participer beaucoup de doctorants qui étaient à la pointe de la recherche, mais également des chercheurs confirmés qui étaient sur des projets extrêmement intéressants, extrêmement pointus. L'ouvrage est divisé en plusieurs parties et il a la particularité d'avoir chaque partie introduite aussi par l'introduction générale que le professeur Khan a fait lui-même. Chaque partie est introduite par l'un des contributeurs et qui ont écrit une introduction qui a permis de cadrer un peu les différentes interventions dans la partie. Et il est extrêmement riche, il aborde beaucoup de questions à l'ouvrage. Et il casse également beaucoup de mythes. Il y a eu beaucoup de mythes, en fait, concernant l'islam et les études islamiques. Et des mythes concernant l'Afrique, concernant la question même de l'écriture et de l'oralité, le rapport entre les deux, des mythes concernant la modernité musulmane, la modernité en Afrique, des mythes concernant l'islam et les intellectuels et les institutions dans les pays musulmans. Des mythes aussi qui concernent l'islam lui-même tel qu'il est perçu, parce qu'il y avait la tendance à considérer que le centre de l'islam, c'était les pays arabes, notamment en Arabie Saoudite, l'Égypte, le Moyen-Orient. Et c'est avec son travail, Ousmane, que le concept qu'il a forgé un peu de Global Islam, qu'on voit en fait au fond, on peut avoir une approche de l'islam qui est beaucoup plus pertinente que le fait de considérer que le seul vrai islam, c'est celui qui est pratiqué dans les pays du monde arabe. Et on voit bien également toutes les fractures qu'il y a dont il parle, dont d'abord l'ouvrage, notamment la fracture du savoir, la fracture du monde intellectuel, et tous les mythes autour du Sahara qui consistaient à considérer le Sahara comme une barrière. En fait, on voit bien que le Sahara n'était pas du tout une barrière, que les intellectuels circulaient. On a entendu le professeur Pendambo parler des intellectuels qui étaient
au Maroc, d'autres en Arabie, et dont ont parlé certains des contributeurs à l'ouvrage. Les textes également circulés. Donc il y a beaucoup de questions qui sont abordées dans cet ouvrage-là. Mais ce que je voudrais faire, moi, c'est de centrer mon intervention sur essentiellement les points que j'aborde dans la conclusion de l'ouvrage. Mais je vais quand même, avant de faire ça, situer l'ouvrage dans cette série qu'il faut connaître, en fait. Parce que cet ouvrage-là est le 5e d'une série qui aborde plus ou moins les mêmes questions. Et à chaque fois sous un angle différent et en approfondissant davantage. Ce n'est pas le seul ouvrage qu'il a écrit, il y a d'autres ouvrages. Il a fait un ouvrage sur l'immigration des immigrés africains au Maroc et d'autres ouvrages. Mais celui-ci est dans une série. Donc, c'est le premier point que je vais aborder. Ensuite, je vais parler du cloisonnement des savoirs et comment il a abordé cette question-là, et la fragmentation et la hiérarchisation au niveau des savoirs qui existent. Et troisième, je vais aborder la question de la nécessité de remembrer les savoirs et de revoir en fait, les termes du débat intellectuel et la nécessité de le reformuler. Et je vais terminer quatrièmement en discutant de ce qui me semble être le dynamisme de l'islam et ce qui me semble être aussi des éléments dans l'agenda de recherche et de la manière dont, donc, à partir de l'étude de l'islam, on peut aborder les questions d'actualité telles que le climat, les technologies nouvelles, l'éducation et le futur de l'éducation, ainsi de suite. Et je vais conclure très rapidement. Donc, je reviens un peu à ce que je disais au début. L'ouvrage aborde, il est situé, il est le 4e, le 5e dans une série. Le premier me semble être celui sur lequel est basée justement sa thèse, là, la modernité musulmane au nord Nigeria. Donc, la question de la modernité est une question qui est extrêmement importante, qui est abordée d'une manière souvent qui érige la modernité occidentale comme étant la modernité de référence. En fait, tout se situe par rapport à l'Occident et par rapport à la modernité occidentale. Or, et Ousmane aborde la question de la modernité comme étant quelque chose qui est pluriel et qui, et surtout dans les pays musulmans, il y a dont cela se pose. Et ça renvoie et ça évoque, enfin, ça fait penser à ce que en Algérie, en sociologue algérien, le professeur Ali Elkans, qui était très actif dans le Côte d'Estria et qui a été professeur à Nantes pendant plusieurs années, et disait dans un ouvrage Algérie et la modernité, en disant qu'en fait, au fond, la modernité, c'est la capacité de chaque société en son temps de régler d'aborder les défis auxquels son temps lui pose, quoi. Donc, il y a une conception de la modernité qui est différente de la conception linéaire et qui consiste à apprendre l'histoire comme étant un processus linéaire, apprendre l'histoire comme ayant un seul centre qui est l'Occident et à partir duquel tout se fait. Donc, cette question de la modernité est abordée dans cet ouvrage, la modernité musulmane au nord Nigeria. Et après cet ouvrage-là, il a fait un livre qui est basé sur le recensement des manuscrits dans quelques bibliothèques au niveau du Sénégal, notamment. Et en anglais, Hand List of Manuscripts in the Libraries of Cheikh Mor Mbaye Cissé, Alhaj Malik Sy, Cheikh Ibrahim Niass. Et cet ouvrage-là, il n'a pas été traduit. Mais déjà dans cet ouvrage-là, Ousmane montre qu'en fait, il y a énormément de manuscrits qui existent au niveau des bibliothèques privées au niveau du Sénégal. Et ça rappelle le travail de Lamine Sané sur les Jakanka et comment la manière les Jakanka dans le Sénégambie ont des archives extrêmement bien constituées. Ça fait penser aux centres tels que Pire, au Koki ou les manuscrits de Tombouctou. Et il montre dans cet ouvrage-là qu'effectivement, il y a beaucoup de savoirs qui existent et qui sont écrits dans la langue arabe, consignés dans la langue arabe ou qui sont consignés dans des langues africaines, mais en utilisant donc la langue arabe, c'est-à-dire notamment donc, ce qu'on appelle l'ajami. Et ensuite, il a fait un ouvrage sur les intellectuels non orophones et qui montre en fait, au fond que cette idée de considérer que les seuls vrais intellectuels, ce sont les intellectuels qui sont passés par les institutions occidentales ou qui ont suivi un parcours dans les
universités modelées sur les universités occidentales et les institutions occidentales, en fait, c'est une vision partielle, quoi. L'expression orophone, non orophone, Ousmane l'emprunte à Pierre, Antoine Appiah, mais la réflexion beaucoup plus loin en montrant qu'en fait, au fond, il y a des bibliothèques qui existent, et la bibliothèque occidentale et la bibliothèque coloniale n'est pas la seule, il a coexisté avec d'autres bibliothèques et qui sont extrêmement riches qu'il faut négliger. La hiérarchie, le rapport entre ces deux bibliothèques-là et ces deux mondes intellectuels, c'est une question qui est extrêmement importante sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et ensuite, Ousmane a fait au-delà de tout, qui pousse cette réflexion-là beaucoup plus loin, la réflexion qui est abordée dans Intellectuel non orophone, où il fait vraiment un travail sur l'histoire intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest d'une manière beaucoup plus fouillée, quoi. Alors, l'ouvrage actuel, là, c'est, je pense, une continuation de cet autre travail qui est contenu dans les ouvrages, les 4 autres ouvrages, mais cette fois-ci en impliquant d'autres personnes, en faisant participer donc les jeunes docteurs, en faisant participer des chercheurs expérimentés sur les questions qui vont dans le même sens que ce qu'il a abordé dans ces ouvrages-là, et qui posent vraiment la problématique aujourd'hui de savoir islamique et de l'érudition islamique d'une manière qui permet de voir toute l'ampleur et l'importance que ça occupe dans le monde aujourd'hui, et qui montre qu'en fait, au fond, ça n'a rien à envier à ce qu'on peut voir ailleurs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, et c'est le deuxième point de mon intervention, après avoir situé cet ouvrage-là dans la série, et dans la série, les 5 ouvrages-là, 3 ont été traduits par lui-même en français. Et Penda parle de l'accessibilité. Je pense que un des aspects de l'accessibilité que Ousmane aborde et sur lequel il travaille, c'est justement d'avoir créé cette maison d'édition et qui permet de faire publier les ouvrages, donc non seulement dans plusieurs langues, en anglais et en français, mais également en faisant publier avec des éditions qui permettent à ce que ces ouvrages soient accessibles juste économiquement, en les vendant à un prix beaucoup moins cher au niveau de l'Afrique. Il fait ça avec les ouvrages en anglais et aussi bien les ouvrages en français par sa maison d'édition avec une collection nouvelle. Et je pense que cette ambition-là, elle est extrêmement importante parce que quand les ouvrages sortent et qui sont publiés par James Corey ou par Harvard University Press, le prix est hors de portée, surtout quand c'est en format couverture cartonnaire, là, où ça coûte extrêmement cher. Et donc, pour que ça soit accessible, et c'est un des grands problèmes auxquels la communauté intellectuelle est confrontée, dans nos milieux-là, et le faire publier dans des éditions qui permettent de pouvoir y accéder tout simplement. Et ça, je pense que c'est aussi à souligner. Alors, je pense que le deuxième point que je veux souligner, c'est celui justement à la fois du cloisonnement de savoir qui, en fait, va avec la hiérarchie de savoir qui existe. Par le savoir endogène, de l'érudition islamique, sociale. Et ce qu'il faut dire, c'est que, dans un premier temps, l'institutionnalisation des disciplines et des champs disciplinaires au niveau des universités perpétue en fait cette fragmentation et cette hiérarchisation-là. Et dans l'ouvrage-là, dans l'introduction, Ousmane commence par parler un peu de son expérience personnelle, justement nommé professeur titulaire de chaire à l'université de Harvard, et se faire octroyer des références par la bibliothécaire là était assez difficile parce que les gens ne savaient pas comment situer juste la question de l'islam en Afrique, qui est d'une certaine manière, quoi. Mais le cloisonnement, il est réel. Mais le plus grand cloisonnement, à mon sens, c'est celui qui sépare les savoirs et les institutions universitaires et les procédures scientifiques calquées sur le modèle occidental, qui nous sont venus, nous, en Afrique, par la rencontre avec, justement, l'Occident. Avant même la colonisation, déjà après la Renaissance européenne, les sciences sociales et les humanités modelées sur l'Occident nous sont venus donc par cette rencontre avec l'Occident et qui a été accentuée avec la colonisation. Mais ce que ça a donné, c'est que c'est venu avec une grande prétention et une présomption de supériorité et qui a consisté à considérer tous les autres savoirs comme étant secondaires ou de superstition même. Alors c'était le savoir dit endogène, les savoirs de type religieux,
Mais c'est la même attitude qu'on a observée également au niveau des langues. Hein. C'était les langues européennes, notamment l'anglais et le français, et contre toutes les autres langues. Et c'était les religions européennes contre toutes les autres religions, et ainsi de suite. Et ce rapport-là, il est documenté, il a été étudié beaucoup par les chercheurs qui sont actuellement dans la problématique de la décolonialité. Et on voit bien à travers les travaux des gens comme Santos, Boaventura Santos, ou les latino-américains qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là également. Hein, c'est un processus qui n'est pas seulement un rapport inoffensif, c'est un rapport qui a aidé à contribuer à faire disparaître beaucoup de savoirs et à marginaliser d'autres savoirs, à marginaliser des institutions, à marginaliser des religions et des langues. Et ça participait justement de l'entreprise de domination et d'hégémonie, d'érection de consolidation de l'hégémonie européenne dans nos milieux et dans le Sud. Et alors, je sais que l'ouvrage montre ce qu'en fait, au fond, on a donc des réserves, on a des bases assez solides, des savoirs et des intellectuels et des milieux et des débats, et qui, encore une fois, permet de voir que finalement, cette hiérarchie-là n'était pas fondée, autrement que politique, par des moyens politiques et par des moyens idéologiques. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, et pour moi, c'est ça qui m'a fasciné. J'ai le privilège d'avoir une conversation avec Ousmane qui date de très longtemps. Et je me suis rendu compte à travers cette conversation-là que même une institution comme le Codesria, qui faisait énormément dans l'effort de transcender les barrières, de remembrer la communauté intellectuelle, de faire en sorte qu'on constitue une communauté intellectuelle et faire en sorte qu'on ne néglige pas les savoirs, y compris les savoirs endogènes. Même le Codesria n'allait pas assez loin. Même le Codesria n'abordait pas, au fond, cette question de Ajami, n'abordait pas l'érudition islamique dans son travail. C'est venu avec l'intervention et le travail que fait Ousmane Khan quand il a écrit le premier livre vert, et qui a été publié donc, sous le titre de intellectuels europhones et non europhones, et le savoir europhone et non europhone. Et à partir de là, il y a eu d'autres efforts, et le CODESA a commencé à s'intéresser vraiment à cette question-là, à partir de ce moment-là. Et plus tard, pendant les années 90 et 2000, il y a eu un institut, notamment l'Institut sur la gouvernance, là, qui a porté sur les religions et le politique. Et cette session-là a été dirigée par le professeur Jacob Olupona, qui est aussi à l'Université de Harvard. Et parmi les participants, il y avait Mapendaba, aujourd'hui professeur Gaston Berger, qui était jeune docteur à l'époque. Mais c'est de là que le CODESA est parti pour créer tout un processus, là, un institut sur l'arabophonie, et tout un travail, un programme justement qui cherchait à faire en sorte qu'on rapproche la communauté, qu'on rapproche les savoirs. Et donc, je pense que le mérite donc, de ça, là, ce qui a contribué à pousser ça un peu, c'est justement l'intervention d'Ousmane et son travail sur les intellectuels européens et non européens. Alors, je pense que autre chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement la fragmentation entre les europhones et non europhones de discuter cet ouvrage-là et que montre Ousmane dans son travail, mais c'est également le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par son concept de global islam et qu'il est arrivé à montrer qu'en fait, au fond, il faut avoir une conception beaucoup plus plurielle de l'islam. Et on voit dans l'ouvrage, et je pense que Penda a abordé cette question des grands intellectuels El Bakri, ou Bournawi, ou Al-Fulani, ou Ahmed Baba, ou Marf Tutal, et d'autres là, et dont parle l'ouvrage, notamment les chapitres de Jakaria Wright et le chapitre de Farah El Sharif, et qui montrent qu'en fait, au fond, les intellectuels africains et noirs étaient actifs dans le milieu, y compris en Arabie Saoudite, y compris en Égypte et au Maroc, et ils étaient respectés. Et ils ont contribué au développement de l'islam soufi, ils ont contribué au développement de l'islam, même salafiste. Ils avaient donc, c'était la démonstration parfaite du fait que la communauté musulmane là, était en fait une communauté unie où les gens circulaient dans beaucoup de sens et les textes également circulaient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après avoir dit ça, la troisième chose que j'aborde dans la conclusion et que je veux souligner ici, c'est qu'en fait, au fond,
Et pour aller de l'avant, il est important de remembrer la communauté universitaire et la communauté intellectuelle. Et ça permet aussi de reformuler les termes de débat intellectuel au fond. Parce que c'est un peu prétentieux, je dirais même, que nous autres qui sommes passés par les universités occidentales, nous menons des débats en anglais et en français entre nous. Nous ignorons complètement ce qui se fait dans les autres langues, ou alors nous les regardons comme seulement des objets de curiosité ou des objets de recherche. Mais on ne voit pas ces débats-là pendant longtemps, on ne les voyait pas comme des intellectuels crédibles qui peuvent contribuer à un débat de société aujourd'hui par rapport à ce qui se fait. Parce que la position était de considérer que finalement, le savoir scientifique est valable, c'est les savoirs qui sont faits dans les universités dites occidentales. En oubliant qu'en fait, les premières universités au monde qui existent encore aujourd'hui, c'était des madrasas, mais qu'on pouvait comprendre, qui au bout d'un moment ont évolué beaucoup. C'était Al-Qarawin au Maroc, Al-Azhar après en Égypte, longtemps avant que Oxford ou Humboldt ou les universités en Italie ne voient le jour. Donc il y a des travaux extrêmement importants qui sont faits. Et ces travaux-là, les contributeurs donc, à cet ouvrage-là, ont chacun fait un travail extraordinaire. Et c'est ça, je pense, le mérite de l'ouvrage. Il faut le voir comme une vitrine qui permet de voir en fait énormément de travaux qui se font un peu partout. Prendre le travail de Jacques Raïf, le travail de Farah El Sharif, le travail qui s'est fait sur la Tijania, un chapitre sur la Tijania dans l'ouvrage, qui montre qu'en fait, au fond, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont à l'œuvre, y compris des Sénégalais qui ont contribué à l'ouvrage là, et qui sont chacun sur une piste de recherche extrêmement importante. Alors, comme je disais, c'est important que la communauté intellectuelle soit remembrée, que les savoirs se parlent et qu'il y ait un engagement et que c'est ça qui permet de transcender justement les divisions et d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus complète des phénomènes de société. Quatrième chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, au fond, on voit dans cet ouvrage-là qu'il y a un dynamisme qui est réel. Quoi. On a vu que les gens ne sont pas dans un dogmatisme qui est très limité ou qui limite les possibilités d'aborder des questions. On a vu comment beaucoup de choses sont y compris avec la technologie. Le chapitre de la Tijania le montre très bien. Comment les technologies sont utilisées pour justement faire même l'adhésion à la Tariqa Tijane est faite maintenant avec la technologie, par le moyen de l'Internet. Le passage entre l'oralité et l'écriture se fait dans plusieurs sens et qu'il est arrivé même à ce que l'oralité permet de reconstituer des textes qui ont été écrits, écrits par le passé. Donc, c'est également comment l'éducation évolue et comment l'éducation aussi permet de répondre à des questions d'actualité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les questions telles que la question du climat, la question du conflit, la question des repères et des valeurs aujourd'hui, et des technologies, des inégalités et tout ça. Et on a des exemples des gens qui, après avoir fait un parcours dans le milieu occidental, reviennent en fait maintenant au savoir islamique pour pouvoir justement se refaire une autre éducation. Je ne vais pas être beaucoup plus long que ça là. Je terminerai pour dire que oui, effectivement. Ibrahima, je termine là. Les frontières des sciences sociales et des études africaines qui sont élargies. Et en fait, cet ouvrage va bien au-delà de la question de la colonialité. Et il pose une perspective par rapport au savoir et par rapport à la modernité. Non, ne le voilà, coupez pas, dites-lui que c'est fini. Limiter mon intervention à ces quelques points de faire. Voilà, merci beaucoup.